Et au final, on va dire un peu cette injustice, parce que c'est comme ça que je l'avais vécu, s'est transformé en opportunité, parce que je me suis dit, mais en fait, du coup, je peux mettre mon stage en pause pendant, du coup, c'était 5 mois, je crois. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à tous et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau épisode sur la chaîne des Générations Comptables. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, et il y en aura même quelques-uns comme ça durant tout l'été, puisqu'on est avec Julie Lagneau, et on va aborder des sujets qu'on n'a encore jamais abordés sur la chaîne. Julie, comment tu vas ? Ça va très bien. Écoute, merci à toi, Judith, de m'accueillir dans ton appartement. Je crois que le contexte est un peu particulier chez Lama Compta. Effectivement. Pour la petite histoire, on est en plein travaux chez Lama Compta et nous, on avait prévu de te recevoir à ce moment-là, sauf que les travaux se sont déclenchés là, ce qui fait qu'on a dû trouver des solutions. Et donc, tu es arrivé dans mon humble demeure. Alors, pour commencer, je te propose qu'on parle, parce que toi, tu as quand même un parcours entrepreneurial assez important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... donc, la première partie va parler de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'expertise comptable. Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler un peu ce que tu fais dans la vie, pour que ce soit clair pour tous nos auditeurs. Et après, j'ai quelques questions à te poser. Yes, parfait. Du coup, je m'appelle Julie Lagneau, j'ai 25 ans, bientôt 26. J'ai l'impression que tu passes un cap, genre les 25, t'étais vraiment au milieu et là, tu vas être plus proche des 30 que des 20. Donc, ça fout un peu un coup, même si bon, ça reste jeune, on va dire, globalement. Je suis expert comptable mémorialiste en 3e année. Donc, si tout va bien, je croise les doigts, j'aurai mon DEC en 2025, donc c'est bientôt. Et je fais plein de trucs à côté dont on pourra discuter, notamment quand j'étais en première année de stage, j'ai créé un blog pour les étudiants en compta, donc principalement pour donner des conseils et astuces aux étudiants de DCG, DSCG, parce que moi j'avais obtenu le DSCG en 1 an, donc je me suis dit autant partager les conseils. Et j'ai créé aussi un podcast, on va dire en deuxième année de stage, où j'interviewe des personnes inspirantes. Enfin, le point commun, c'est qu'ils ont tous fait des études de compta pour vraiment montrer qu'on peut faire plein de trucs après. Oui. Et j'ai écrit un livre aussi qui est sorti il y a 1 an et demi. Pareil, un peu toujours sur côté étudiant DCG, DSCG, qui regroupe un peu des conseils, astuces, et un peu un côté mindset aussi, parce que c'est quand même super important, surtout là, si on va parler d'entrepreneuriat. Je crois que j'ai fait le tour, et je communique régulièrement sur LinkedIn. Ouais, très présente sur les réseaux, effectivement. T'as parlé de ton livre, et je sais pas si tu le vois, mais là, il est dans ma petite bibliothèque. Attends. Ah oui. C'est le petit blanc. Et oui, tu parlais de la partie mindset dedans, et moi, c'est la partie qui m'a le plus plu. Au-delà du côté méthodique pour les matières, c'est vrai que le mental et la façon d'aborder les challenges ou les échéances, c'est très important, parce que c'est ce qui te met en position un peu de guerrier et de quelqu'un qui est capable de le faire, plutôt que quelqu'un qui subit le truc. Du coup, tu nous as parlé donc du blog des étudiants en comptabilité qui s'appelle le BEC, Ouais, c'est ça. Et t'as un toucan en logo, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Comment t'as eu cette idée pourquoi le toucan ? En fait, du coup, déjà, il y a toujours, quand tu fais un projet, il y a toujours l'histoire du nom, et tu vois, ça me suit un peu, parce que là, c'est pour un autre projet, mais pour le cabinet que je vais créer après. Alors, on ne sait pas encore exactement 2025, 2026, 2027, mais du coup, on s'est mis plein de contraintes des contraintes.
qui sont essentiels, genre il faut pas déjà que ça existe, il faut que ça soit parlant. Typiquement là je parle du cabinet, mais il faut pas que on veut pas que ça fasse référence à la compta parce que potentiellement il y aura d'autres activités que de la compta. Et du coup là pour le blog, quand c'est de toute façon ton premier projet, c'est vrai que le nom, en vrai, des fois, tu sais ce que tu veux faire, mais le nom, des fois, limite, c'est le plus compliqué à trouver parce que tu veux que ça te plaise, il faut que ça soit parlant, mais en même temps, faut pas que ça soit trop long, il faut que ça soit... que ça se démarque. Voilà, c'est jamais trop facile. Et je me rappelle que j'avais fait une liste de plein... tu sais, un peu un brainstorm en mode... des noms potentiels. Au début, faut pas se restreindre. Faut mettre un maximum de choses, même si ça ressemble déjà à l'existant, même si ça coche pas toutes les cases. Et après, des fois, en ayant plein de noms en tête, au final, en mixant, etc., ça va te donner le nom final. Donc, je me souviens que j'ai un fichier Word où j'ai tous les noms, plein d'idées de noms. Et au final, je pense que c'était un nom qui était assez simple, parce que c'est un blog, du coup, le blog des étudiants en compta. Et en fait, comme l'acronyme, ça faisait BEC. Et je me suis dit, j'ai pris un peu le truc à l'envers. C'est pas genre d'abord, je voulais faire un truc je me suis dit, tiens, vu que blog des étudiants en compta, c'est un peu long. Du coup, l'acronyme, ça fait BEC. Donc, entre guillemets, ça fait un mot qui est déjà existant. Et en fait, bec, du coup, je me suis dit, à quoi ça me fait penser bec? Ça me fait penser à un oiseau avec un gros bec. Et du coup, le toucan, peut-être qu'il y a des oiseaux qui ont un plus gros bec encore, mais en tout cas, dans ceux que je connaissais, c'est celui qui m'est venu. Et en fait, tu sais, ce qui est marrant, c'est que mais du coup, si l'épisode sort cet été, il y aura eu une refonte graphique et tout sur le site. Et ce qui est marrant, c'est que quand, du coup, on a travaillé avec la graphiste pour voir un peu, pour mettre à jour un peu les couleurs et tout, en gardant le même esprit, mais pour, on va dire, un peu moderniser, etc., et que ça corresponde, que ça soit plus professionnel. En gros, c'était ça l'objectif pour le site. Et du coup, on s'était posé la question, au niveau du logo, est-ce qu'on garde le toucan ou pas? Donc moi, je disais, vu que c'est un peu... c'est un peu le logo que j'avais, donc j'aimerais bien quand même avoir une continuité et tout. Et en fait, je sais pas si tout le monde le sait, mais quand tu crées une marque, etc., les couleurs sont importantes parce que ça véhicule certaines valeurs et tout. Et aussi, forcément, le logo, donc si tu as une mascotte, par exemple, la Maconta, je pense que vous êtes bien placé. D'ailleurs, on m'a encore demandé, hier, j'en parlais, je crois, avec le cabinet dans lequel je suis parce qu'ils ont adhéré à la plateforme La Maconta. Et du coup, ils me disaient, d'ailleurs, la Maconta, pourquoi un lama et tout? Et du coup, donc j'ai dit, le lama, c'est parce que comme l'expertise comptable, il a des clichés qui lui pourrissent la vie. Et du coup, le toucan, au final, donc la graphiste, elle a forcément un peu fait des recherches sur ce que ça signifiait et pour voir si est-ce que c'était en phase ou est-ce que peut-être c'est jamais évident, je pense, de dire à quelqu'un en fait ça correspond pas trop, du coup ce serait peut-être bien de changer un peu le logo et tout. Et en fait en faisant des recherches on s'est rendu compte que ça correspondait assez bien. C'était un peu l'originalité, le fait de prendre confiance en soi. Il y a plein de signification de cet oiseau et en fait ça correspondait bien à ce que je voulais faire, donc le hasard fait bien les choses. Au final c'est bien tombé et du coup je trouve ça marrant parce qu'en plus alors je sais pas si c'est différentes races de toucan, mais pour moi il y en a qui peuvent avoir des couleurs différentes ou des becs, il y en a qui ont des plus grands becs, des plus petits becs, en fait un peu que ça représente la diversité et du coup ça fait un peu le lien, je savais pas à l'époque, mais avec le podcast que j'allais créer où l'idée c'est de montrer qu'il y a plein de profils différents et qu'il n'y a pas une seule voie possible, et donc au final ça matche bien. Ouais, c'est clair, en tout cas beau storytelling. Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser tous ces projets et à être aussi engagée dans la profession? En fait, moi, il n'y a rien vraiment qui me prédestinait à l'entrepreneuriat parce que j'ai pas forcément des parents entrepreneurs. Je viens d'un milieu assez modeste. Pour la petite histoire, j'étais boursière échelon 5, genre ma deuxième année de DCG et la moitié de la troisième année, j'étais au Crous dans une chambre de 9 mètres carrés et tout. Après, il y a plein de formes d'entrepreneuriat, mais on va dire que c'était pas le truc où j'avais pas forcément de modèle dans ma famille ou dans mes proches qui étaient entrepreneurs.
Et en fait, c'est plus, je pense que c'est un peu comme beaucoup d'entrepreneurs. En fait, je me suis pas dit, j'entreprends. En fait, je me suis dit, il y a un problème et du coup, je le résous. Et en fait, je cherchais pas à entreprendre ou à monétiser ou à faire. En fait, ça venait naturellement. Ou comme j'avais eu mon DCG, j'avais eu des bonnes notes et mon DSCG, je l'avais eu en 1 an, pareil, avec des bonnes notes. Et je voyais que sur les groupes Facebook, c'était un peu toujours les mêmes questions qui revenaient. Et comme j'avais un peu déjà partagé mon parcours et tout, je recevais toujours plein de messages qui me demandaient comment t'as fait et tout. Et du coup, entre guillemets, ça partait un peu d'une flemme de se dire, en fait, c'est un peu toujours les mêmes questions. Donc en fait, au début, je me suis juste dit, en fait, je vais faire des articles et comme ça, quand les gens me poseront des questions, limite, je pourrais leur dire, voilà l'article. Et après, si t'as des questions en plus et tout, bien sûr, je suis dispo. Donc en fait, ça a juste commencé comme ça. Et après, j'avais la chance d'avoir mon copain qui, lui, est dans le marketing, la com et tout. Et donc, parce qu'en fait, je me rappelle encore, c'était pour le blog, du coup, c'était l'été juste avant que je passe les examens de DSCG parce que j'avais déjà cette idée-là, mais je me disais, bon, non, faut que je me focus sur le DSCG parce que, en fait, c'est toujours mieux si tu l'as, du coup, tu as un argument d'autorité pour dire, moi, j'ai eu le diplôme en 1 an au lieu de 2 avec une très bonne moyenne, donc t'es un peu plus légitime pour donner des conseils. Et donc, je me rappelle, on était dans un parc et tout, il faisait beau, on était allongés sur la pelouse et donc je lui disais oui, en fait j'avais déjà une liste avec plein d'idées d'articles et tout et mais sauf qu'il fallait faire un site quoi et donc il me dit mais si tu peux faire des sites et tout maintenant, t'as plein d'outils un peu du no code et tout. Je me disais mais tu te rends pas compte, genre un site internet, c'est un truc de ouf, genre je pourrais jamais faire ça et tout. Et après à l'époque du coup je savais pas tout ce que j'allais faire après, mais ça me paraissait genre une montagne insurmontable, alors qu'en plus, en vrai, aujourd'hui, tu as plein de tutos, de forums, de ressources que tu n'avais pas forcément avant, où je pense l'entrepreneuriat, c'était plus... pas forcément fermé, mais tu avais moins les clés, c'était moins accessible à tout le monde, si on peut dire ça. Et en fait, là, avec Internet, ce qui est bien, c'est que à partir du moment où tu veux faire quelque chose, tu peux taper sur Internet comment faire un site et en fait, ça sera peut-être pas le plus beau site du monde, ce sera peut-être pas le meilleur, mais en fait, tu peux le faire. Et donc, c'est pour ça que aussi, je pense que le fait d'être dans cette époque-là qui permet ça, forcément, ça... c'est un atout. Et donc, je me faisais toute une montagne de ça. Et donc, après, j'ai passé mes examens, j'ai eu... mes examens et en fait le pire c'est que quand j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn au début c'était plus parce que je me disais après il va y avoir le blog qui sort et tout donc ça va me faire un canal aussi pour ramener les gens sur le blog alors qu'au final ça s'est transformé en totalement autre chose et je parle que très peu du blog etc parce que c'est aussi pas c'est des canaux différents dans le sens où comme LinkedIn c'est un réseau social, faut que tu publies régulièrement et tout et c'est plus des contenus éphémères alors que le blog quand t'écris les articles. Donc après j'ai découvert le SEO donc le référencement naturel parce que oui c'est pas de la magie pour ça pour être bien référencé sur Google donc pour que quand on tape je sais pas UE4 DSCG qu'on tombe sur les articles et tout. Donc j'ai appris plein de choses et voilà un peu pour le blog. Là c'est vrai que ça fait en fait on peut tout faire mais pas en même temps donc vu que le blog j'avais pas mal écrit d'articles, pareil je me mettais une contrainte entre guillemets d'en faire un par semaine. Du coup j'ai dû faire ça genre pendant plusieurs mois donc en fait je crois que j'ai une 50aine ou une 60aine d'articles là. Donc comme j'avais un peu travaillé le SEO en soi, j'ai toujours du trafic alors que ça fait... En vrai, ça doit faire... je sais même pas si ça fait 1 an ou voire plus que j'ai pas écrit d'article. J'en mets à jour certains des fois, notamment les pronostics. Et après, avec la mise à jour qui arrive, l'idée justement, c'est de reprendre un peu ça, de me remettre un peu... dedans, etc. Mais ouais, du coup, à l'origine, c'était vraiment pour résoudre un problème. Et c'est un peu pareil pour le podcast. En fait, où je me suis dit, mais mince, en fait, il y a plein de gens qui se disent, je sais pas quoi faire après, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je me disais, mais en fait, tu peux faire plein de trucs. Moi, je connais des gens qui font des trucs super différents et tout. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a une problématique. Et donc, comment on peut résoudre ça. Et comme les podcasts étaient un peu à la mode et je pense que j'en écoutais déjà à ce moment-là, et je me suis dit en fait c'est un bon format pour aller creuser aussi les choses plutôt que même si du coup forcément des fois je fais des posts pour promouvoir l'épisode et tout mais c'est pas pareil
Enfin, je trouve que le podcast permet de rentrer beaucoup plus dans le, on va dire, les backstage ou dans le... Enfin, quoique ça dépend aussi de la longueur des épisodes, mais moi, c'est vrai que j'aime bien on va dire, ce qu'on appelle les épisodes longs. En tout cas, ouais, aux alentours d'une heure par là. Même, enfin, en fait, moi, à titre perso, j'écoute pas rarement des podcasts qui sont en dessous de 1 heure parce que du coup, j'ai ce biais, mais qui est pas forcément... c'est pas forcément un avantage, hein, mais... Et du coup, en fait, je me dis, si ça dure genre 20 minutes, ou... Enfin, en fait, on va pas aller dans le fond des choses. Et donc, entre guillemets, ça m'intéresse... Enfin, si c'est pour survoler, ça m'intéresse moins, même si je sais qu'il y a des gens qui sont à l'inverse, qui disent, oh là là, 1 heure, oh là là, mais je vais jamais écouter ça. Il y a deux écoles. Quand j'avais... premier épisode que j'ai enregistré, où j'étais interviewée, du coup, j'étais un peu fière, donc je l'ai partagé à ma famille. Et j'ai dit à mes grands-parents de l'écouter, et eux, ils pensaient que c'était... 20 minutes, et en fait ils prenaient l'apéro quand ils ont écouté cet épisode, et ils étaient là en mode ah mais c'est long, on a dû se resservir et tout, alors que l'épisode il durait... Ils ont fini bourrés. Non, tout en modération, mais je crois que l'épisode durait 45 minutes, et pour eux c'était trop. Après bon, c'est une autre génération où les émissions, avant ils écoutaient la radio, donc les émissions c'était essentiel, concis, et puis s'ils étaient intéressés, ils allaient chercher dans le journal, enfin voilà, c'était autre chose quoi. Mais oui, je comprends. Il y a moi, j'ai plutôt tendance, du coup, à écouter, enfin, minimum, on va dire, 45, 50 minutes, mais c'est plus souvent 1 heure, 1h30, et même, enfin, en vrai, là, je suis un peu moins dans ma période de podcast, j'en écoute moins, mais quand j'en écoute, en général, c'est plus du genre 2, 3, 4 heures. Enfin, du coup, en plusieurs fois. Hein, oui. On regarde pas ça en une fois. C'est plus, ça remplace un peu on va dire, je pense, un peu la télé, où en fait, tu te mets une interview. Quand c'est filmé, du coup, c'est plus sympa. Mais voilà un peu pour le... Enfin, en fait, à chaque fois, c'est... Ouais, l'entrepreneuriat, en fait, même pour la petite histoire, il y avait... C'était quand j'étais en DCG, je sais pas si toutes les écoles ont ça, mais nous, on avait un module création d'entreprise où on devait créer une entreprise et tout, et franchement, j'avais pas du tout aimé, quoi. Enfin, parce qu'en fait, du coup, on te dit, il faut que tu crées une entreprise, vas-y, trouve un concept, mais... Enfin, en fait, c'est pas naturel, et enfin, je m'étais jamais posé la question, être entrepreneur ou être salarié. Et franchement, j'avais pas aimé ce module création d'entreprise, quoi. Je m'étais dit, mais enfin, c'était plus une contrainte qu'autre chose, parce qu'en plus de tes cours, fallait que tu fasses ça. En soi, je comprends la démarche, et c'était quelque chose de louable, mais en fait, je pense qu'après, c'est aussi les personnalités. Moi, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, comment faire. Si j'ai pas envie de créer, enfin, pourquoi tu veux que je crée une entreprise Ça n'avait pas trop de sens, alors qu'au final, sans vraiment le savoir ou le vouloir, j'ai entrepris, et c'était naturel, parce qu'en fait, quand tu vois un problème et que tu le résous, finalement, c'est entreprendre. Et après, il y a le côté de la monétisation ou pas, où tu vois, par exemple, le podcast, je fais très peu de sponsors parce que entre guillemets, j'ai mes critères, où je veux pas que ce soit un logiciel, parce que ça a pas trop de sens avec ce que je fais. Et puis si je connais pas le logiciel, faut pas se leurrer, les logiciels, c'est ceux qui ont le plus de budget, donc c'est ce qui serait le mieux pour rentabiliser. Mais en même temps, tu vois, à l'origine, quand je voulais le faire, c'était juste pour résoudre un problème, et du coup ça me coûte un peu d'argent, parce que y a eu le matos qui a été acheté, il y a le montage que j'externalise parce que c'est pas mon truc et je suis pas la meilleure, et ça m'embêterait de le faire, et ça serait pas, le rendu serait pas génial, mais en fait je préfère vraiment choisir mes sponsors, et du coup il y en a très peu, et donc au final je pense que le podcast n'est pas rentable. Mais comme j'ai réussi à monétiser un peu plus la partie blog, où je commercialise des fiches de révision, ça me permet de compenser, et de faire... en fait, moi, l'idée, c'est vraiment de faire ce qui a du sens pour moi, et mon objectif même, on va dire, dans la vie, c'est d'avoir une liberté suffisante pour me dire, en fait, si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas, et que ça soit pas une contrainte où je dois me dire, en fait, j'ai besoin d'argent, donc il faut que je le fasse. Donc là, mon objectif, c'est plus d'avoir plusieurs, on va dire, un peu plusieurs business de taille différente, mais où que je puisse me dire, en gros, ou même si, tu vois, si j'ai un pépin de santé, ou si je peux plus travailler, ou si... qu'en fait, je puisse me dire, en fait, j'ai
quand même des revenus qui tombent, notamment avec la partie fiche de révision où j'avais d'abord lancé pour le DSCG parce que j'en avais fait pour le DSCG, même si de base je suis pas forcément une grande fan des fiches, mais là pareil, c'est les gens qui me demandaient « Ah, mais est-ce que tu as des fiches de révision et tout ?» Et donc quand tu reçois genre limite plusieurs fois le message par jour, au bout d'un moment tu te dis « Bon, vu tout le temps que je passe à faire du contenu gratuit et tout, si ça peut être monétisé, bah du coup ça serait pas mal aussi. » Mais pareil, c'était plus pour répondre à un besoin. Et en même temps, ça me permettait de me dire, bah, vu tout le temps que je passe bénévolement, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir un petit revenu. Mais en fait, mon moteur, ça n'a jamais été de me dire, ah bah, je vais gagner un max d'argent. Enfin, c'est toujours la conséquence de ce que je fais. Et je pense que ça, s'il y en a qui veulent entreprendre, je pense que c'est un élément qui est important à avoir en compte, à prendre en compte, c'est que même on le voit avec beaucoup d'entreprises, de créateurs et tout qu'on peut voir dans les cabinets. Et en fait, je sais, j'ai plus les stats, mais il y a quand même pas mal d'entreprises qui ferment dans les 3 ans. Dans les 3 ans d'existence. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui montent une entreprise pour faire un truc qui leur fait plaisir à eux. Et sauf qu'en fait, c'est trop cool de faire ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui l'achètent ? Est-ce qu'il y a un besoin ? Et en fait, moi, j'estime que j'ai quand même eu de la chance, entre guillemets, parce que après, il faut savoir déceler le besoin. Mais en fait, j'ai toujours... les projets que j'ai menés et tout, ça a fonctionné. Et en fait, c'est aussi parce que j'étais toujours en réaction, en fait, où tu captes les signaux, où tu te dis « Ah, il y a plein de gens qui me demandent ça. » Donc, je le matérialisais pas comme ça à l'époque. Mais en fait, si tu perçois un besoin et que tu y réponds, bah forcément la proportion de chance la probabilité que tu y arrives, elle est forcément beaucoup plus élevée que si tu te dis un matin et si je créais tel truc parce que c'est trop chouette, et on le voit aussi, je sais pas s'il y en a qui regardent Qui veut être mon associé, mais des fois tu te dis mais je sais plus, il y en avait qui présentaient une brosse à dents qui te fait gagner du temps quand tu te brosses les dents, mais quand tu te brosses les dents, ça te prend déjà pas beaucoup de temps, donc au pire, tu te brosses pas les dents, mais je veux dire, acheter une brosse à dents plus chère pour gagner 2 minutes dans ta journée, je pense que, c'est un problème pour qui de se brosser les dents je sais même pas c'est combien, en 2 ou 3 minutes, ou de le faire en 30 secondes, qui se dit genre, ah, c'est vraiment le problème dans ma vie, là, qui m'empêche de... Non, mais, en fait, du coup, en fait, c'est la différence entre les inventeurs et les entrepreneurs, c'est-à-dire que, ok, c'est trop cool, t'as réussi à diviser par 3 le temps de brossage de dents avec ta brosse à dents, mais en fait, ça intéresse personne, ton truc, donc en fait, s'il y a personne qui va l'acheter, entre guillemets, oui, ça te fait plaisir, c'est cool ce que t'as fait, et t'es super fort, mais... si tu peux pas le monétiser après derrière, en fait, si ça répond pas à un besoin, entre guillemets, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais ça sert à rien, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des boîtes en commercialisant, que ça soit des produits ou des services, parce que ça leur fait plaisir à eux. Mais en fait, le but, c'est pas que ça te fasse plaisir à toi, c'est que ça rende service à quelque chose, à la personne en face. Et donc déjà, si tu inverses la démarche, ou si tu te dis je vais essayer de voir quelles sont les problématiques et pour y répondre, c'est totalement différent, plutôt que de se dire ah bah oui, moi je vais monter une boîte, je sais pas trop dans quoi, oh bah tiens, ça a l'air bien, mais en fait voilà, c'est un basique, hein, mais si ça répond pas à un besoin ah oui, c'est sûr, ça c'est les premiers cours d'économie et de management qu'on a, en mode ouais, tu peux avoir une super idée, mais si ça répond pas à un besoin, ton idée, elle va pas vivre. Et c'est un basique, mais en vrai, tu peux imaginer plein de choses après, mais en fait, si ça, déjà, tu l'as pas, ce sera compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est un peu, du coup, je vais un peu nuancer, parce que, par exemple, en expertise comptable, en soi... quand tu crées ton cabinet, ça existe déjà. Ok, tu peux te différencier, mais tu vas pas non plus révolutionner. Après, vu que c'est, entre guillemets, en tout cas pour le moment, vu que c'est une obligation légale et que qu'il y a, les cabinets se battent pas pour avoir des clients, mais plutôt des collabs. Du coup, là, c'est un contexte particulier de monopole et qui fait que je schématise, mais bon, tout le monde ne réussit pas, mais limite n'importe quel expert comptable qui crée son cabinet, normalement, ça va pas forcément fonctionner au même degré, mais ça je veux devrait dire, bien se passer, ouais.
En théorie, surtout que comme on a l'ordre, etc., qu'on a des confrères, consoeurs, enfin, on peut leur demander des conseils de quand tu t'installes, quel logiciel choisir, c'est un contexte qui est quand même très différent de, on va dire, de la plupart des créateurs d'entreprises. Ouais. T'as répondu à 2 de mes questions que j'allais te poser, donc c'est nickel. On passe... Je parle trop. non, c'est complet. Donc on passe à la suite. Donc toi, aujourd'hui, tu travailles quand même dans un cabinet. T'as la semaine de 4 jours, mais du coup, t'as tous ces projets à côté. Comment tu gères ce rythme-là ? Bah, en fait, comme je le disais tout à l'heure, tu peux tout faire, mais pas en même temps. Donc, en fait, si tu regardes mon profil, tu peux avoir... Enfin, en vrai, c'est un peu le cas, mais tu peux avoir l'impression que je fais 50 000 trucs. Mais j'ai pas tout fait en même temps. Comme je disais, d'abord, du coup, j'ai passé des stages en 1 an. Ensuite, j'ai créé le blog. Ensuite, j'ai un peu lâché pour plus me concentrer sur le podcast et sur l'écriture du livre. Et sachant que le blog, ça continue de tourner parce qu'avec le référencement naturel, en fait, c'est un peu un actif, on va dire, une fois que tu as écrit tes articles. Normalement, il faut les mettre à jour et tout, ce que j'ai pas forcément fait. Mais en soi, ça continue un peu de tourner en mode passif, entre guillemets. Et après, mon organisation, elle a évolué au fur et à mesure parce que, comme tu l'as dit, au début, j'étais... en cabinet, comme tout le monde, on va dire. Donc, en fait, le blog, je faisais ça le soir en rentrant et le week-end. Et après, ce qui est bien, c'est qu'au final, tu peux faire un peu, si t'as pas envie de le faire un soir ou un week-end ou que t'as autre chose à faire, en fait, c'est pas une obligation, c'est plus moi qui me mettais la pression en mode il faut qu'il y en ait un par semaine. Ouais. Donc, c'était ça pendant longtemps. Après, du coup, j'ai fait ma pause pendant mon stage de quelques mois où justement, là, j'étais plus sur la partie podcast où comme ça, je m'organisais pour en avoir d'avance. Donc, je faisais du batching, donc j'en avais, je sais plus, je crois que j'avais interviewé genre limite 15 personnes avant que le podcast démarre. Donc, en fait, j'avais un stock qui me permettait de... Effectivement. qui me permettait d'en sortir toutes les semaines sans que ça soit trop prenant au niveau organisation, où en fait j'allais dans une région où c'était souvent dans une grande ville, on va dire, enfin je sais pas, il y a eu Bordeaux, Paris et tout, et du coup tu te cales limite 2-3 interviews par jour, et en fait en une journée tu peux avoir limite 1 mois et demi d'épisodes. Sauf que là, au niveau de la charge mentale, de l'orga et tout, c'est pas du tout pareil. Plutôt que de se dire toutes les semaines, c'est sûr, je vais interviewer quelqu'un. Et donc après, les épisodes de podcast, donc il y a eu une partie qui était pendant ma pause. Donc j'en avais quand même pas mal en stock. Donc après, j'en ai fait quelques-uns le week-end quand c'était pas très éloigné de chez moi, et aussi pendant mes congés, ça m'est arrivé de poser genre 1 semaine de congé pour aller tourner des épisodes. Et après là, j'ai un peu ralenti dans le sens où en vrai là maintenant le soir quand je rentre chez moi, je fais pas trop, enfin je peux répondre à des mails ou faire on va dire des tâches qui sont pas forcément très prenantes ou pas forcément de la création. Je sais pas si c'est l'âge aussi où j'ai moins d'énergie. Et j'essaye aussi plus de me concentrer sur mon mémoire de deck pour le valider. Du coup, c'est plus les week-ends, on va dire les week-ends en général. Et pareil, au final, je prenais pas trop de vacances avant. Enfin, en fait, mes vacances, c'était un peu justement le fait de faire des interviews et tout. Et quand j'allais dans une ville, j'en profitais aussi pour découvrir la ville. Mais en soi, j'avais pas forcément, genre où je me disais, pendant 2 semaines, je pars à tel endroit. Du coup, ça, je le fais plus maintenant. Donc, on va dire que, en fait, peut-être que, je sais pas, en fait, l'image que ça renvoie, tu vas me dire. Mais en fait, c'est plus que j'essaie de publier régulièrement sur LinkedIn, mais même... avant, je faisais pas du tout de recyclage de posts, et du coup maintenant je le fais plus parce que des fois j'ai pas le temps ou j'ai la flemme ou j'ai pas d'inspi. Donc je reprends un post, j'essaye de reprendre des posts d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an parce que tout le monde ne l'a pas forcément vu, et puis du coup je reprends pas non plus un post du mois dernier pour pas que ça soit trop visible. Mais ouais, là j'ai plus ralenti, on va dire,
Et aussi, après, c'est des choix. Moi, enfin, comme tu disais, alors je suis pas en semaine de 4 jours, je suis à 80%, c'est un peu différent. Ok. Mais du coup, c'est un choix aussi de se dire, du coup, tu travailles 20% de moins et tu gagnes 20% de moins. Donc après, ça, c'est en fonction de chacun. Il faut être aussi dans un cabinet qui est suffisamment ouvert pour ça. Après, je pense que vu que le marché est plus en faveur des candidats aujourd'hui et que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui demandent d'être à 80% en semaine de 4 jours ou 4 jours et demi, enfin peu importe les raisons, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. L'entrepreneuriat, c'en est une, mais en soi, il peut y avoir plein d'autres raisons et entre guillemets, on n'a pas à se justifier non plus forcément de pourquoi on veut réduire ce temps de travail. Mais ouais, du coup, en fait, c'est une organisation qui fluctue et je pense que ça fluctue en fonction des envies, des besoins, des contraintes. Enfin, il n'y a pas une organisation qui est la meilleure. Il faut tester en fonction il y a certaines périodes de sa vie, on va avoir envie de fonctionner de telle manière et d'autres d'une autre. Et en fait, il n'y a pas une organisation type en soi. Donc. Ouais, c'est en soi, c'est comme tu dis, ça dépend des profils, des possibilités, de tout ça, quoi. Quel a été le plus... Enfin, tu connais l'effet papillon ? Redis-moi. Alors, l'effet papillon, c'est quand un événement, un petit événement, a eu un très grand impact sur ta vie par une suite d'enchaînements d'événements et qui fait qu'aujourd'hui, tu es là où tu es. Est-ce que toi, t'arriverais à identifier ton effet papillon et qu'est-ce qui est à l'origine de ce que tu es aujourd'hui ? Alors, c'est marrant parce que les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai écrit un post tout à l'heure dans le train pour aller à Nantes et qui doit peut-être... alors, je ne sais pas s'il est 11h, mais je l'ai programmé pour 11h. Et je pense que c'est un des éléments qui a tout chamboulé, qui était pourtant au début un truc vraiment où je me suis dit, mais... Enfin, limite, c'est la fin du monde. En fait... à mon échelle. Mais donc comme j'avais eu le DSCG en un an, mais j'ai pas commencé mon stage directement dans le cabinet où j'étais parce que je voulais changer et tout et que je me suis dit dans tous les cas vu que j'ai un an enfin en fait c'était pas, je voulais pas passer le DSCG en un an parce que je voulais aller plus vite, parce que enfin il y avait un peu ça, mais c'était plus le challenge personnel. Enfin c'était pas pour me dire je veux être diplômée d'expertise comptable, je veux être la plus jeune, ou c'était pas, il y avait pas cet aspect-là, c'était plus pour me faire un challenge. Et en plus je pense que si je l'avais passé en 2 ans, j'aurais eu des moins bonnes notes, parce que moi j'ai besoin d'avoir un gros challenge pour me dépasser et pour donner le maximum, que si je m'étais dit oh oui ça va le faire, ça se trouve j'aurais eu à 11-12 et donc en soi du coup il y a eu le DSCG en un an quand même dans un premier temps, mais là, l'événement auquel je pensais, c'était un peu plus tard, donc j'avais changé de cabinet. Et quand on s'inscrit au stage d'expertise comptable, il faut remplir un dossier et tout. Donc moi, mon dossier était prêt, mais c'était noté qu'il fallait un maître de stage commissaire aux comptes. Et nous, on n'avait pas dans le cabinet. Donc il fallait en trouver un en externe. Donc l'expert comptable me dit, il n'y a pas de souci, on en connaît un et tout. Donc il n'y a pas de souci pour ton dossier. Et sauf que les semaines passent et tout, et je me dis, en fait, j'ai toujours pas de retour, donc je relance et tout, et donc je force un peu parce que, en fait, sinon, ça allait me redécaler en fait, de base, du coup, j'avais déjà 6 mois où j'avais travaillé, mais je ne m'étais pas inscrite. Donc, en fait, si j'étais trop décalée, après, en fait, ça revient comme si j'avais pas eu mon DSCG avant. Donc, en soi, ce qui n'est pas très grave. Mais moi, sur le coup, vu que je voulais être en mode... encore une fois, pas pour me dire je l'ai passé le plus jeune possible et tout. C'était plus genre, je veux au moins ne plus avoir de contraintes, on va dire, dans le salariat et pouvoir, si je veux, faire autre chose. Et donc, il me dit, en fait, là, il est en train de vendre son cabinet, donc il va pas pouvoir le faire. Donc, en fait, je me dis, en vrai, il y a une rétroactivité de 3 mois. Donc, en fait, avec la rétroactivité, ça passe, Enfin, voilà. Donc, il me dit, je connais quelqu'un d'autre et tout. C'était un expert comptable qui était dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, ok, pas de souci. Et donc, je le relance pendant les vacances d'été et tout. Je me dis, mais j'espère que je vais pouvoir... En fait, je suis toujours, peu importe ce que je fais, par exemple, souvent, je suis plutôt en avance au rendez-vous. Enfin, je préfère toujours prévoir, genre, un sas de... On sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Donc, je crois que, en gros, je perdais 6 mois de stage si j'envoyais mon dossier en octobre. Mais du coup, je me suis dit, j'essaye de le faire genre en août ou en septembre pour on sait jamais, tu vois, pour la rétroactivité.
Et au final, donc ça s'est fait, on a rempli le dossier et tout. Et sauf que, en fait, ils m'ont refusé la rétroactivité parce que pour des histoires de planning de journée de formation et tout. Et là, genre, ça a été dur parce que, en fait, la commission qui délibérait, c'était en septembre. Et moi, j'avais envoyé en août. Et en fait, j'avais vu en plus un post de quelqu'un qui avait envoyé en juillet. Et lui, c'était passé parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, il y avait une histoire de si t'envoyais en juillet ou en août. Et en fait, c'était la même commission, on était passé le même jour. Mais si tu l'envoyais en juillet, bah, ils acceptaient. Et si tu l'envoyais en août, ils acceptaient pas, quoi. Et en fait, c'était compliqué psychologiquement parce qu'en plus, c'était un truc que j'avais pas maîtrisé. Enfin, moi, j'avais fait en sorte, genre en juin, mon dossier, il était prêt, quoi. Du coup, je me disais, mais merde, à la limite, j'avais appelé l'ordre, je crois, et tout, pour leur demander et tout. Ils m'avaient dit, bah non, il n'y a pas moyen, etc. Et en plus, le pire, c'est que quelques semaines après, j'ai appris qu'en fait, tu pouvais envoyer ton dossier sans avoir de maître de stage CAG et que tu avais ensuite 1 an pour régulariser si tu voulais faire tes heures. Mais du coup, en fait, comme sur le dossier, c'était pas... En fait, c'était noté, votre nom, maître de stage expert comptable, maître de stage commissaire aux comptes, et c'était pas marqué, petit astérix, vous avez 1 an. Enfin, en fait, du coup, je pensais que c'était obligatoire pour commencer le stage, alors que non. Et du coup, note à moi-même, pour ceux qui ont des questions et tout pour le stage, n'hésitez pas à appeler, parce qu'en fait, si j'avais appelé l'ordre, si j'avais posé la question, en fait, pour moi, c'était tellement... Ouais. C'était genre comme une case à cocher ou une signature, enfin, c'était obligatoire, quoi. Il n'y avait pas de mention quelconque qui disait que tu pouvais t'inscrire sans. En fait, c'était même pas une possibilité, parce que moi, j'ai un peu le truc de... Un peu, on va dire, très... alors, comment dire ça? Parce que je peux te le mimer, là, mais très... comment on dit? Enfin, très carré, quand je Ouais. remplis des trucs admin, je fais en sorte qu'il y ait tous les éléments. Je vais pas envoyer le dossier alors qu'il y a un truc où je suis pas sûre, où je vais envoyer le... Quand j'envoie un dossier, s'il y a tout qui est carré, il y a rien qui dépasse, quoi. Donc en fait, là, je me suis même pas posé la question, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir un maître de stage CAC, parce que en fait, c'est noté dans la feuille, donc si c'est noté, c'est qu'il le faut, tu vois, genre bête et méchant. Et, et donc au final, ça m'a décalé, enfin... entre guillemets, ça m'a décalé ma date d'examen. En fait, j'ai été inscrite du coup au 1er octobre, donc ça veut dire que je pouvais pas passer en novembre 2024. Donc là, je peux pas passer genre dans 6 mois. Mais que je suis obligée, au minimum, je passe en mai 2025, qui est la date que j'aurais eue si je m'étais inscrite direct, si j'avais eu mon DSCG en 2 ans. Et donc en soi, c'est pas si grave que ça. Et au final, donc quand j'ai appris la nouvelle et tout, j'ai pleuré et tout, parce que en fait, c'est pas de ma faute. Moi, j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'avais relancé les gens et tout, et qu'on te dise genre bah non, en fait, il y avait plein, tu vois, d'éléments. Le fait de je vois, alors que personne fait des posts sur ça, mais je vois un mec qui fait un post en disant je suis enfin inscrit et tout, et je vois que il a déposé son truc en juillet et que lui c'est ok, et je me dis mais c'est pas possible. Enfin, par contre, j'avais quand même ce mindset, tu vois, à chaque fois de me dire mais c'est pas possible. J'avais discuté avec ce gars-là justement, pour lui demander quand est-ce qu'il avait déposé son dossier et tout. J'avais appelé l'ordre plusieurs fois, etc. À chaque fois, on me disait mais non et tout. En fait, vu que j'ai toujours ce truc de il y a forcément une solution. Et en fait, quand tu vois qu'il n'y a pas de solution, genre c'est trop, Ouais, ça te dépasse, trop frustrant. Quoi. Ouais. Et donc, au final, donc je passais du coup, je pouvais pas passer avant mai 2025. Mais en fait, le stage... je sais pas comment expliquer ça. En fait, je pouvais, du coup, vu que j'étais inscrite au 1er octobre, mon stage se finissait au 30 septembre. Sauf qu'en fait, pour les gens qui passent en mai 2025, tu peux finir ton stage jusqu'à fin février. Ok. Parce que c'est pour, en gros, les inscriptions, ça clôt au 28 ou 29 février. Et donc, en fait, que je finisse mon stage au 30 septembre ou au 28 février... En fait, dans tous les cas, tu peux passer qu'en mai 2025, parce que les clôtures pour passer en novembre, c'est le 31 août. Donc moi, vu que j'étais pas concernée par le 31 août, en fait, que ça soit 30 septembre ou 28 février, l'examen, il a lieu au même moment. C'est plus quand est-ce que tu peux ou pas quitter ton cabinet si tu veux. Et donc, comme ça se passait pas forcément très bien dans le cabinet où j'étais en stage, qui était propre en soi, c'est pas un cabinet horrible, c'est plus que moi ça me convenait pas, et que j'avais un peu pris ma décision hâtivement. J'avais pas passé plusieurs entretiens, j'avais été direct dans ce cabinet là. Et au final, ce
on va dire, un peu cette injustice, parce que c'est comme ça que je l'avais vécu, s'est transformé en opportunité parce que je me suis dit, mais en fait, du coup, je peux mettre mon stage en pause pendant, du coup, c'était 5 mois, je crois, et ne pas décaler ma date d'examen. Et donc, alors, je crois que c'était au mois de décembre, un truc comme ça, que la maison d'édition m'a contactée pour potentiellement écrire un livre. Moi, j'avais l'idée, alors c'était à peu près en même temps, donc de faire un podcast. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, j'ai ces opportunités-là, enfin, je n'aurai pas 2 fois, en tout cas, l'opportunité d'écrire un livre. Donc, pourquoi pas, vu que ça se passe pas super bien dans le cab, que je suis pas bien, de profiter de ça pour se dire, bah, je fais une pause et je vais en profiter pour écrire un livre parce que, bah, quand même, il faut du temps. Et pour lancer le podcast. Et donc, au final, ça s'est transformé en opportunité. Mais sur le coup, c'était quand même super dur, en fait, parce que moi, j'ai tout le temps tendance à me projeter et à, même si, en gros, c'est plus la vision globale, tu vois, j'ai pas forcément les détails. Mais du coup, des fois, j'ai un côté un peu psychorigide, mais en vrai, pas... En fait, quand moi, j'ai décidé qu'il y avait un truc et que c'était comme ça, ou si j'y arrive pas, ou je vais trouver Enfin, en général, j'arrive à contourner, pour aboutir à ce que je voulais à la base. Mais là, quand c'est un truc que tu contrôles pas et qu'on te dit non, que c'est pas possible et que tu essayes par 50 000 moyens de dire mais non, mais il y a forcément une solution parce qu'il y a toujours une solution et moi je fonctionne comme ça, et que on te dit mais non, en fait, il n'y a pas de solution et que en fait, je n'accepte pas qu'il n'y ait pas de solution, quoi. Mais non, moi je voulais faire ça comme ça. Donc, je comprends pas pourquoi c'est pas possible. Mais au final, ça s'est transformé en opportunité parce que je me suis dit, bah en fait, quitte à passer en mai 2025, de toute façon, je suis plus à 5 mois près. Et donc, au final, après, bah, le fait d'écrire un livre, de lancer le podcast et tout, bah, c'est quand même des trucs super chouettes. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et tout. Ça m'a permis, moi aussi, de grandir parce que même si c'était à la base, enfin là, je parle plutôt pour le podcast, même si c'était pour répondre à un besoin des autres, mais c'était aussi pour répondre à mon besoin à moi. Et en fait, ça te fait sortir de ouf de ta zone de confort, de rencontrer des gens que tu connais pas, d'avoir des parcours super différents et tout. Donc, je pense que ça répondait aux deux, à la fois aux besoins, on va dire, du marché, parce qu'il y avait plein d'autres personnes comme moi qui se posaient des questions, et à la fois aux miens. Et donc, je pense que même si j'étais déjà dans ma lancée un peu LinkedIn, blog et tout, je pense que ça a changé quand même pas mal de choses, alors qu'au final, au début, je me disais, oh là là, mais quel tard, comment je vais faire et tout. Et je vais pas dire parce que c'est un peu les dérives du développement personnel, je vais pas dire qu'à chaque fois que tu as un obstacle, tu peux en faire une opportunité parce que enfin, c'est plus une philosophie de vie, mais quand tu as un proche qui décède, ah bah non, t'inquiète, fais-en. Enfin, non, en fait, tu as le droit aussi d'être malheureux, et des fois, il n'y a pas de solution. Et même si enfin, dans la vie en général, je suis plutôt à me dire, mais non, il y a forcément une solution, il y a forcément une petite ligne ou un truc que tu peux. Et en fait, non, pas tout le temps. Mais voilà. Ok. Bah, sacré effet papillon. Du coup, t'as des prochains... Pour finir sur cette partie sur l'entrepreneuriat, c'est quoi quels sont tes prochains challenges qui arrivent? Bah là, alors c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais il y a passer mes épreuves du DEC, parce que c'est quand même... ça fait longtemps qu'on en parle, et à un moment, faut y aller. Donc j'ai ça. J'ai un projet que j'avais un peu mis en pause pour les étudiants de DCG, DSCG, qui sera, je pense, mon dernier, on va dire, projet pour les étudiants. Parce que, bah, après, moi, j'ai aussi grandi, donc même si j'aime toujours aider les étudiants et tout, enfin, avec le blog et les fiches de révision, on va dire que c'est un projet qui perdurera dans le temps, mais qui a plus besoin vraiment d'énergie au début. Et après, qui reste dans le temps, même si j'y consacrerai, je sais pas, peut-être 1 ou 2 jours par semaine. Mais en gros, l'idée après, c'est que ça roule un peu tout seul, et où l'énergie, elle est plus à se mettre au début. C'est un projet que j'avais aussi un peu mis de côté il y a quelques mois, parce que bah, j'étais avec plusieurs personnes sur le projet, et on n'avait pas le temps, l'énergie dispo pour avancer dessus. Mais donc il y a ça, et après bah il y a enfin je dis le cabinet, mais même si ça sera peut-être un cabinet au début, enfin l'idée après c'est de faire un groupe avec plusieurs activités et tout.
Et moi, sans doute, je me questionne encore, tu vois, mais je pense que ouais, ça me plairait quand même bien d'être expert comptable, mais pas toute ma vie, peut-être je sais pas, peut-être une dizaine d'années, et après, vraiment plus me consacrer à la direction du groupe et pas à exercer le métier en tant que tel, parce que bah, au final, avec tous mes projets et tout, je me suis rendu compte que c'est plus l'entrepreneuriat et le fait de diriger et tout, c'est plus mon truc plutôt que d'être dans l'opérationnel. Donc voilà, mais ça fait déjà pas mal de... Ouais, c'est clair. ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Mais trop chouette en tout cas. La deuxième partie qu'on va aborder porte sur le fait d'être jury pour les épreuves de DCG. C'est quelque chose que tu fais pour la première fois cette année, c'est ça? Yes, c'est ça. Alors, comment t'es arrivée là? Genre, comment c'est possible de devenir... Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau d'études en expertise comptable pour être jury? Bah, en fait, je me suis pas trop posé la question, mais je pense que c'est assez révélateur. Moi, en fait, je me pose pas trop la question. En général, je me dis, bah oui, c'est possible. Et puis, comme je te disais juste avant, en fait, je me dis, bah, il y a forcément moyen de le faire. Après, c'était plus, comme je suis déjà, on va dire, assez engagée dans la communauté étudiante et tout, avec notamment le blog qui donne des conseils sur le DCG, DSCG, le podcast qui est à destination des étudiants, aussi des jeunes professionnels et tout, pour savoir tout ce qu'on peut faire après. Bah, en fait, je m'étais jamais posé la question, mais j'ai eu des collègues qui, eux, sont jurys, et je me suis dit, ah bah tiens, alors t'es jury, ah bah ça pourrait me plaire et tout, comment t'as fait? Parce que c'était aussi une période où, c'était il y a 6 mois à peu près, où justement je me disais, mais en fait c'est fou parce que il y a des activités qui me remplissent, on va dire, en tant que personne et tout, mais c'est pas forcément des activités qui sont lucratives. Et à l'inverse, j'ai des activités plus lucratives et qui, elles, je le fais parce qu'il faut le faire, mais c'est pas forcément des trucs qui me bottent énormément. Mais comme j'ai un équilibre entre les deux, au final, voilà, ça se compense parce que du coup, j'ai à la fois le côté pécunier, à la fois le fait de kiffer ce que je fais. Et c'est arrivé à ce moment-là où ils m'ont dit, ah oui, bah nous, on corrige des copies, on est jury pour les oraux et tout. Je fais, oh, mais genre, trop bien, du coup, encore une autre activité activité, ça va, c'est très saisonnier quand même, hein, mais que je pourrais faire, qui me nourrit, moi, personnellement, mais qui, même si c'est pas forcément très rentable au niveau pécunier... Donc en fait, ils m'ont dit tout simplement qu'il fallait envoyer un mail au SIEC et expliquer. Donc j'ai dit que j'étais expert comptable, j'étais en 2e année à l'époque. Mais du coup, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ou je sais pas, mais en fait, c'est assez simple parce que pour le jury du DCG, en tout cas, tu as à chaque fois on va dire un formateur ou un professeur et un professionnel. Et sauf que dans les professionnels, en fait, il y en a peu qui veulent être jury. Parce que souvent, les professionnels, je pense que la plupart, c'est des experts comptables. Et on va dire que il est de notoriété commune que une heure d'un expert comptable, c'est 100 € de l'heure. Donc, comme c'est 30 €, que ça soit... Alors, je sais pas si correction des copies, c'est 30 €. Je crois que oui. Mais en tout cas, ouais, les euros, c'est 30 €. Sauf que vu que tu as 1 heure d'oral, si tu lis le rapport avant, admettons... là, je crois que c'est 40 pages maintenant. Admettons, je sais pas combien de temps ça prend, admettons que ça te prenne 1 heure aussi, du coup ça te fait 15 € de l'heure en moyenne, alors que on va dire que le temps d'un expert comptable vaut entre guillemets plus que ça. Donc en fait, on sait que les gens qui sont jurys, ils font pas ça pour l'argent, quoi, ouais. Forcément. Et donc comme il y a très peu de professionnels qui le font, je pense qu'en fait entre guillemets, limite n'importe qui, enfin j'abuse, pas n'importe qui candidate non plus, parce que je suis dans la filière, que j'ai eu mon DCG quand même. Oui, t'as mon DCG un passif. Mais en fait, du coup, ça s'est fait très simplement, et après, je devais remplir quelques infos pour savoir notamment les dates auxquelles j'étais dispo et tout. Donc voilà, et donc j'aimerais bien aussi m'inscrire pour le DSCG, mais moi plus pour les oraux, parce que les écrits, en fait, t'as une correction et t'as un cadre et donc tu peux pas voilà, t'es moins libre, et je sais pas, je trouve que les échanges et tout, c'est un peu, moi je trouve ça en tout cas plus intéressant,
que les écrits. Donc j'avoue que les écrits, voilà, ça me botte pas trop, mais plus les oraux. Et donc pour le DSCG, bah, figure-toi que je sais pas, parce que justement, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message en me disant, bah, pour le DSCG, il me semble qu'il faut être expert comptable et tout, on peut pas si on est stagiaire. Et du coup, je me suis dit, ah bon? Et du coup, j'ai demandé à un expert comptable qui, lui, est jury pour DSCG, et DSCG. Il m'a dit que non. Donc, en fait, je sais pas. Peut-être que ça dépend des régions, des académies. Oui, peut-être. Ouais. Donc, je vais demander. Après, c'est vrai que, en fait, je risque. Enfin, ça se trouve, je vais tomber avec des gens qui sont plus âgés que moi parce que bah, le DSCG, c'est pas rare de un peu traîner ou de prendre 3-4 ans pour le passer. Mais bon. Après, en soi, l'âge là-dedans, il veut rien. Enfin, Oui, oui. mais je du vois coup, ce que tu veux c'est dire. marrant C'est de rigolo. se Ouais. dire, mais bon, Ouais. en soi, c'est pas grave. Et ouais, en fait, l'idée aussi m'est venue parce que en fait, j'avais des étudiants que je connais et tout, et même là, j'en vois aussi pour des mémorialistes qui passent leurs oraux, et en fait, où des fois, en fait, ils tombent sur des jurys, et tu te dis, mais en fait, comment c'est possible de... Enfin, il y a ce que tu penses et il y a ce que tu dis, tu vois, par exemple, de dire ce que tu as fait, c'est de la merde, ou c'est... Mais en fait, même si tu peux, entre guillemets, le penser, et encore, c'est quand même très hard. Enfin, en fait, moi, je préfère laisser la chance au candidat, tu vois, par exemple, de dire, mais bah, quel est l'intérêt de ton sujet, et de voir comment il répond. Mais en fait, t'as pas besoin de faire des affirmations et de partir du principe que c'est nul ou que c'est... Enfin, en fait, ça sert à quoi de casser les gens juste pour casser les gens? Donc, ok, il y en a certains qui vont réagir et qui vont... Justement, ça va leur donner de la force parce qu'ils vont se dire, bah, en fait, non, ils vont défendre. Mais en fait, t'en as combien qui vont réagir comme ça? VS, combien qui vont se dire, ah bah non, je suis pas fait pour la filière... je suis nulle, qui sont... Enfin, en fait, il y a déjà plein de personnes qui ont, je pense, pas trop confiance en elles et tout, surtout quand t'es jeune. Enfin, je pense que des fois, un oral, ça peut forger limite toute une vie pro après, où tu peux... Imagine si tu passes un mauvais oral de DCG, et qu'après, t'es censé passer ton oral de DCG et de DEC, et ça se trouve, je sais pas, il y a des gens, ils peuvent après être traumatisés, faire des crises d'angoisse à chaque fois, et alors qu'ils sont compétents, mais tu vois, et du coup, en fait, c'était aussi, enfin, limite, entre guillemets, pour résoudre un problème, enfin, pas vraiment, mais pour me dire, en fait, je vais donner une chance supplémentaire à des gens de tomber sur un jury qui est, on va dire, bienveillant. Enfin, ça veut pas dire que je vais du tout mettre 15 à tout le monde, mais en essayant d'être objectif et plus d'être dans... Enfin, voilà, poser des questions, qu'est-ce que tu veux faire après et tout. Et un peu, il y a un peu un côté aussi de rendre ce que j'ai eu. Parce que même si le DSCG... Attends, je vais fermer la fenêtre. On entend, là, tu penses? Je sais pas. Moi, je suis pas sûre qu'on entende. Tu disais, c'était aussi pour rendre... Ouais, un peu rendre ce que j'ai eu moi, parce que, bon, l'oral de DSCG, je l'ai pas passé parce que c'était le Covid. On pouvait passer l'oral d'anglais, mais pas celui de mémoire. Donc, faut pas chercher pourquoi, hein, mais alors que c'était genre à 2 semaines... Enfin, limite, c'était en même temps, enfin bref. Faut pas trop chercher. Mais l'oral de DCG, c'était plutôt bien passé. Bon, j'avais eu 18, mais c'est pas tant la note, c'est plus que... Enfin, il y avait un expert comptable et il m'avait dit, bah, qu'est-ce que vous voulez faire après et tout. Donc, j'avais dit que je voulais être expert comptable et il m'avait dit, vous êtes bien parti pour et tout. Donc, j'avais fait un post pour dire ça, que, en fait, même s'il m'avait mis 15 ou 18, peu importe la note, enfin, quand on te dit ça, en fait, ça peut que t'encourager à continuer. Et du coup, ouais, c'est un peu rendre ce que j'ai eu et donner la chance à des personnes de tomber sur un jury qui est bienveillant. Mais mon objectif, enfin, même si je pense que je continuerai à faire DCG, DSCG, mais ce qui me botterait le plus, c'est de faire les jurys du DEC, mais il faut attendre 5 ans après son DEC, donc ça sera au minimum quand j'aurai 31 ans, je crois. Mais ouais, du coup, je trouve ça intéressant de voir les mémoires des nouveaux diplômés et tout. Et pareil, il y a un peu ce côté, alors oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire, mais non, mais le jury, c'est pas si important que ça et tout. Mais j'ai encore des exemples récemment qui me font dire que si le jury, c'est quand même... t'as quand même un côté aussi de pile ou face, et bah, j'aimerais bien être le côté pile de quelqu'un, donc... Oui. Bah, c'est sûr que les épreuves comme ça, bah, les oraux, c'est des épreuves. Quand t'as un jury, quelle que soit la note finale, mais qui est quand même bienveillant, comme tu dis, qui a une culture du feedback qui est
simple et pas dans le jugement. C'est sans jugement, on va dire pas de jugement violent, parce que le jugement, il y en aura un, vu qu'ils sont censés évaluer le travail. Mais il y a une manière de faire les choses, et effectivement, moi, j'ai des copains qui ont été traumatisés par certains de leurs oraux, et ils arrivent, ils sont en PLS avant de rentrer dans une salle, ils sont tout rouges, ils transpirent à fond, ils sont stressés, ils tremblent, alors que en fait, ça devrait pas être ça, quoi. Ça devrait être une discussion. Enfin, après, c'est normal d'être toujours stressé. Et moi, je dis ça, mais moi, la première, je pense que pour mon oral de deck, bon, je vais pas en mener large, quoi. Mais c'est plus de. Après, en même temps, je dis ça, et en même temps, moi, en général, quand je passe les épreuves, je me dis, j'ai donné mon max, j'ai fait en sorte que ça se passe bien. Après, tu peux pas tout maîtriser, donc que ça soit le sujet pour des écrits ou là, normalement, le sujet, tu le connais vu que c'est ton oral, mais il y a des trucs que tu peux pas maîtriser et après, faut être OK avec le fait de peut-être que je l'aurais pas du premier coup et c'est pas grave non plus. Enfin, tout dépend des projets après, si t'as vraiment des échéances ou des dates bien précise en tête, parce que ça peut modifier pas mal de choses au final, parce que t'en as qui veulent se lancer, puis au final, comme ils ont pas le deck, ils peuvent pas se lancer, donc ils doivent rester plus longtemps dans leur cabinet, alors qu'ils étaient pas forcément... ils se sentaient pas forcément bien là-bas, mais ouais, ça va être une expérience, écoute, j'espère que ça va être chouette. Limite, je me dis, c'est marrant parce que ça se trouve, moi, je vais stresser plus que les candidats. Mais même, tu vois, de me dire que y a, forcément, quand tu passes un oral et tout, surtout en DCG, je pense que pour beaucoup, à part ceux qui ont fait un BTS, ils n'ont pas passé d'oral avant. Donc, tu vois, c'est un peu l'inconnu et stressant. Et du coup, de me dire que il va y avoir potentiellement des gens qui vont être stressés et leur dire, tu sais, s'ils parlent vite ou s'ils se reprennent et tout, vous inquiétez pas, vous pouvez reprendre. Enfin, vraiment d'être bienveillant pour les mettre à l'aise et qu'ils voient qu'on n'est pas là pour les casser ou autre. Puis même, je pense qu'au final, l'oral, je pense que si t'es détendu et tout et que c'est une conversation, au final, tu vas être meilleur entre guillemets que si tu sais pas qu'est-ce que tu peux dire, parce que sinon on va te reprendre sur ça. C'est clair. Ou tu vois, je sais pas, pareil, normal, je pense qu'il peut y avoir des erreurs ou des approximations dans le mémoire, mais dire là vous avez dit ça, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, et pas de dire mais là ce que vous avez mis c'est faux. Enfin tu vois, en fait c'est plus tu peux le penser ou te douter mais demander pourquoi la personne a fait ça. Et peut-être que son explication, en fait, va être logique, ou peut-être que au final, l'info n'était pas sortie à ce moment-là, mais que toi, tu n'as pas fait gaffe. Enfin, en fait, il y a plein d'éléments qui peuvent influencer sur ce qui a été écrit, où ça se trouve, la personne va se dire « Ah oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte après. Et en fait, c'est pas du tout pareil que de dire là, c'est faux ce que vous avez mis, comment vous expliquez ça, vous allez dire ça demain à un client, et si vous vous trompez, vous vous rendez compte des conséquences. Enfin, tu vois, genre... C'est plus dans l'optique de challenger plutôt que de persécuter le candidat. Ouais, en fait, c'est plus d'avoir le pourquoi à chaque fois. Et même ce qui est marrant, c'est qu'on a eu... Du coup, j'ai reçu une note un peu pour les jurys. Et c'était marqué, par exemple, par rapport à ChatGPT, qu'en fait, on ne pouvait pas sanctionner l'utilisation de ChatGPT en tant que tel. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'était même... Et le non-usage non plus, tu vois, ça m'a fait rire. Mais parce que moi, j'avais prévu justement de poser la question, est-ce que vous l'avez utilisé? Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est comment tu l'argumentes derrière. Et en soi, ça peut être un outil. C'est plus que... Moi, après, je pense que vu que je l'ai un peu utilisé dans divers contextes, pas pour mon mémoire de deck, mais quoique si, je l'avais un peu testé. Mais du coup, tu vois aussi les limites parce que c'est pas forcément toujours ultra pertinent et tout en fonction du sujet. Mais je sais reconnaître un peu, même, tu vois, on voit beaucoup passer de posts LinkedIn qui sont rédigés avec ChatGPT. Et je sais reconnaître un peu, en fait, quand t'as des paragraphes avec des phrases super longues et qui veulent pas dire grand-chose, tu sais pas où tu veux en venir. C'est un peu bateau, tu tournes autour du pot, mais va à l'essentiel, tu vois. Tu peux te dire, bon, potentiellement, donc c'est aussi pour voir si je pose la question, est-ce que la personne me dit non, alors que factuellement, je sais que si, mais tu vois, je vais pas forcément lui dire, si, moi j'ai remarqué que, en fait, je te pose la question, si tu me dis non, je te demande, limite aussi, je demanderais pourquoi tu l'as pas utilisé, parce que, maintenant, il y en a plusieurs qui... Donc, en fonction de, du coup, comment la personne réagit, c'est plus ça, plus comment, la justification à chaque fois, c'est pas...
c'est pas l'information en soi, c'est comment tu justifies tel ou tel choix. Et si tu l'as utilisé, en vrai, c'est un outil. Donc en fait, oui, pourquoi ne pas... Enfin, c'est pas sanctionnable en tant que tel. C'est après comment tu l'as utilisé. Et si tu l'as bien utilisé et que limite, j'ai même pas vu que... Enfin, j'ai même pas compris en lisant ton mémoire que tu l'avais utilisé, c'est que tu l'as bien utilisé. Donc... Ouais. Et t'as reçu d'autres consignes comme ça dans la note de jury? Non, plus ils ont appuyé sur le fait qu'il fallait avoir lu les mémoires. Les mémoires, oui. Parce que ça, pareil, il y a beaucoup de gens qui disent mais non, c'est une légende, tout le monde lit et tout. Mais je pense que t'es aussi attiré par des gens qui sont un peu dans le même mood que toi. Donc toi, si tu lis systématiquement les mémoires, tu vas... Limite, tu connais quasiment que des gens qui lisent les mémoires. Et ceux qui le font pas vont pas se vanter ou ils vont dire qu'ils les lisent aussi alors que non. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est quand même le minimum, on va dire, au niveau respect. T'as des gens qui ont passé des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures sur un document donc, et qui sont censés être évalués dessus. Donc, je trouve que c'est le minimum de lire ce qui a été écrit, et même ne serait-ce qu'après, pour pouvoir poser des questions et dire, à tel endroit, vous avez dit ça. Sinon, en fait, tu poses des questions sur quoi si tu l'as pas lu Justement, nous, on a... Donc là, j'ai mon oral de master CCA qui arrive la semaine prochaine. Croise les doigts. Ouais, et on touche du bois. Ils nous ont dit que fallait s'attendre, que c'était possible que les jurys ne lisent pas nos mémoires et qu'ils lisent juste seulement l'intro et la conclusion. Et en fait, dans la rédaction de notre mémoire, notre intro et notre conclusion, ils nous ont demandé de la rédiger d'une façon très très très, très précise qui résume énormément ce qui se passe dedans. Et quand on a vu ça... Pour justement pallier à ça. Ouais, mais c'est chaud. Enfin, moi, j'étais là en mode, ok, donc là, on est en train de rédiger un mémoire de master assez pointu parce qu'on a tous... on est obligé de choisir des sujets qui sont particuliers parce que ça doit être validé, etc. Et on nous dit quoi? On nous dit que peut-être que le jury, il va regarder que l'intro et la donc conclusion. En gros, limite, j'abuse un peu, mais limite, parce que t'as tout le développement, donc les 30, 40, 50 pages, je sais pas combien il y en a. En fait, ça sert à rien, quoi. Oui. Et tu dis, waouh, ok, très bien. Donc ça met un peu la pression. Après, j'espère que je tomberai sur un jury qui ira jusqu'au bout de mon mémoire, quoi. Mais ouais. Est-ce que t'as des... Alors, je sais que t'as pas encore été jury parce que les épreuves arrivent, mais est-ce que t'as déjà des conseils que tu pourrais partager aux étudiants, que ce soit par rapport à ce que toi t'as vécu, ou que ce soit ce que t'as pu observer ou des retours que t'as eus? Moi, comment je m'entraîne, un peu comment je m'étais entraînée pour le DCG et qui me va bien. Et je pense que je ferai la même chose pour le deck, ou même des fois quand j'ai des interventions et tout, je fonctionne comme ça. C'est que, en fait, l'idée, c'est qu'il faut quand même être assez naturel, mais il faut quand même connaître ta présentation. Donc, en fait, si tu la connais par cœur, en fait, le risque, c'est que si tu t'embrouilles à un moment ou si tu perds le fil, après, t'arrives plus à raccrocher les wagons et limite, c'est terminé, quoi. Donc, si tu apprends par cœur, t'es obligé de vraiment... si tu perds le fil, ça peut être catastrophique. Ouais. Du coup, mon conseil, c'est de pas forcément apprendre par cœur. Mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait, entre guillemets, ma présentation parfaite sur Word, où j'écris limite toutes les phrases avec tous les mots et tout, le truc parfait. Mais après, je m'entraîne à le dire, mais sans, genre un peu avec des bullet points ou en faisant des liens logiques et tout, mais sans apprendre par cœur. Des fois, je vais utiliser un mot plutôt qu'un autre. C'est juste qu'au fur et à mesure, quand ça fait genre 20 fois que tu répètes la même chose, tu vas les tournures de phrases et il y en a où c'est toujours les mêmes, et puis il y en a des fois, ça c'est un peu modifié, et c'est juste pour avoir un peu le fil logique. Et je m'étais enregistrée et je me le repassais du coup des fois ou dans les transports ou même juste avant la présentation et tout pour avoir un peu en tête où est-ce que je vais. Et du coup, quand tu présentes, c'est pas vraiment c'est pas du mot à mot, parce qu'en fait chaque présentation, quand je m'entraînais, elle était un peu différente parce que tu n'utilises pas vraiment les mêmes mots, ou peut-être qu'il y a telle phrase où tu la mets après et l'autre avant, et au final je crois que le jour J et même quand j'ai fait des interventions et tout, au final, il y a des parties, des fois, il y a une ou deux phrases ou que j'oublie, mais au final, c'est pas très grave parce que le jury s'en rend pas compte, parce que dans le fil, au final, on va dire que ça se confond bien.
Donc je pense que c'est vraiment de pas apprendre par cœur, mais par contre de se faire un peu un plan ou des bullet points et tout pour avoir un suivi logique, mais déjà de pas s'entraîner avec du par cœur, parce que en fait le jour J, il faut aussi prendre en compte que forcément t'es stressé et tout, t'es pas dans un environnement où t'es chez toi tranquille dans ton canapé en train de réciter ton oral. Et donc, forcément, tu es dans d'autres conditions. Donc, la probabilité que tu stresses, que tu oublies une phrase ou que. Et des fois, en fait, comme c'est vraiment construit de manière logique, en fait, si tu oublies la fin de la phrase, en fait, il y a un gros blanc et tu sais plus ce que tu voulais dire. Et peut-être, ouais, je sais pas si on peut venir avec peut-être une petite fiche ou avec des mots, enfin, si jamais on se perd, parce que je me dis, tu vois, même moi en tant que jury, ça peut arriver que la personne se perde, et du coup de dire, vous inquiétez pas, reprenez, vous pouvez regarder la fiche si vous voulez, vous nous parliez de ça, que ça peut aider aussi la personne à avoir un peu une roue de secours au cas où t'es vraiment bloqué, c'est dommage. C'est clair, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut maîtriser le sujet, mais pas, maîtriser, savoir de quoi on parle et se sentir calé dessus. Le fond, plus, ouais. Voilà, plutôt que se dire, faut que je connaisse tout par cœur, etc., etc. Quoi. Et puis, forcément, après, s'entraîner avec des proches ou avec des gens avec qui on est en confiance. Et limite, ça, c'est un conseil que j'aurais à donner, mais que moi, je vais appliquer aussi. Mais que j'avais pas appliqué en DCG. Je sais pas si tu connais David Laroche. Non. C'est un entrepreneur qui a été très connu, notamment dans le développement personnel. Et justement, il avait fait une interview de 3-4 heures, parce que moi, j'adore les interviews comme ça. Et en fait, c'était quelqu'un qui était très, très timide. Avant, limite, il devait aller à la boulangerie, tu vois, il se mettait à pleurer et tout. Il voulait pas, parler à la boulangère ou voilà. Et en fait, maintenant, c'est quelqu'un qui fait des conférences devant, t'as plein d'histoires comme ça, mais même si on est d'accord, c'est une très, 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 très faible partie de la population qui arrive à faire ce gap-là. Mais ouais, il fait des conférences, je sais pas, auprès de milliers de personnes et tout. Et il est super connu, il fait plein de vidéos sur YouTube. Peut-être que si je te montre la photo, après, je pense que tu l'as déjà forcément vu quelque part une fois. Et lui, il disait qu'en fait, à un moment, son challenge, c'était d'aller tout seul en boîte. Parce qu'en fait, il disait, mais en fait, les gens, ils vont se dire, mais pourquoi il est tout seul, il n'a pas d'amis, etc. Et justement, en fait, vu qu'il avait peur qu'on lui pose la question, en fait, il a réfléchi à plein de façons différentes de rebondir dessus, mais en paraissant un peu cool, tu vois. Je sais plus, je crois qu'il disait, ah oui, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas d'amis sur Facebook et tout, mais si tu veux, du coup, on peut s'ajouter, etc. Et au final, les gens, quand ils allaient voir son profil, ils voyaient qu'il avait déjà 300 amis, du coup, ça les faisait rire, tu vois. Et en fait, il avait réfléchi à tellement de façons de répondre à ça que finalement, la question qu'il avait peur qu'on lui pose au début, parce qu'il disait putain, mais c'est trop la honte et tout, qu'on me pose ça, c'était devenu la question qu'il voulait qu'on lui pose, parce qu'il avait tellement imaginé plein de façons différentes d'y répondre et qui paraissent cool et tout, qu'au final, finalement, il était super à l'aise. Et donc, si vous avez des sujets, des parties dans le mémoire et tout, sur lesquels vous n'êtes pas trop à l'aise, ou vous vous dites ah ça, peut-être par un peu, je sais pas, il y a peut-être des clichés où on va se dire ah tiens, encore un sujet sur tel truc, non, je sais pas, la semaine de 4 jours, non, ça sert à rien, ou c'est que dans tel type de boîte ou quoi. Justement, les questions qui te font le plus peur, d'y réfléchir et de vraiment réfléchir profondément à comment tu peux répondre sans que ça paraisse... parce que tu peux avoir l'impression du coup qu'on t'agresse, et donc d'avoir tendance à renvoyer la balle, et du coup, sauf que le jury peut très mal le prendre en fonction de comment tu réponds, donc d'avoir une réponse qui reste, on va dire, neutre, qui dit pas genre en gros, vous êtes pas, non, vous dites n'importe quoi, qui reste, ou qui dit un peu, genre je comprends ce que vous dites, mais dans un sens, il y a ça, vraiment de réfléchir à tête reposée à qu'est-ce que je pourrais répondre, et même de demander à votre entourage ou quoi. Et comme ça, au moins, si on te pose la question, tu peux être préparé à ce qu'on te pose des questions auxquelles de base tu n'avais pas envie de répondre, mais si on te les pose, tu es préparé, finalement, tu as une réponse un peu que tu as déjà imaginée, et si on te les pose pas, tant mieux, et si on te les pose, au moins, tu vois, je pense que ça enlève un truc de stress, où des fois, il y a des parties où on n'est pas trop à l'aise et tout, mais justement de se dire, ok, ces parties-là, je suis pas à l'aise, je vais faire en sorte que si on me pose une question dessus, je sois à l'aise
pour répondre, ou même ça peut être de dire c'était pas le thème principal de mon sujet, donc j'avoue que je suis pas expert dessus, mais je vais me renseigner. Enfin, ça peut être ça aussi, hein, mais au moins de savoir quoi répondre si on me pose tel ou tel type de question, ou qu'on me dit mon sujet il est pas intéressant, de savoir qu'est-ce que je peux répondre à ça. Ouais, sans rentrer dans l'agressivité. Je viens de trouver l'image de David Laroche, enfin une photo de lui sur les réseaux, enfin sur Internet, et effectivement, je connais. Et j'ai déjà vu ses vidéos. Mais il est quoi? Il est sociologue? Non, je crois qu'il est coach. Il est coach en développement personnel et souvent. Alors lui, pour le coup, parce que tu sais, quand tu regardes des vidéos YouTube, des fois, t'as des pubs avant qui te disent. Toi aussi tu veux faire de l'immobilier, de machin, et lui des fois, sauf que lui c'est pas du bullshit, mais c'est un peu tu sais à l'américaine, et du coup les codes à l'américaine en mode si toi aussi tu as une vie qui est pas ouf et que tu te demandes comment tu pourrais changer ça, en fait du coup si tu vois juste les pubs, tu peux avoir une vision qui est où tu te dis c'est du bullshit et c'est il va nous vendre une formation machin et tout, alors qu'en vrai il est vraiment bien comme mec, et justement c'est aussi pour ça que j'aime bien voir des interviews de 3-4 heures, parce que tu peux aller plus dans le détail et comprendre vraiment le parcours de la personne et pourquoi il fait ça, et pas juste se fier à une image ou un post ou une vidéo que tu as de la personne et se dire cette personne elle est comme ça. Ouais, je vois. Merci pour tout ça sur la partie jury, notamment sur le DCG. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.